Merci beaucoup à Saïd qui nous a vraiment, de temps en temps, il nous faisait un petit peu peur, d'autres fois, il nous... La carotte et le bâton. La carotte et le bâton. C'est ce qu'a dit un de ceux qui m'ont écrit. Non, c'était parfait. Moi, je pense qu'il ne fallait pas trop rentrer dans les détails. De toute façon, j'espère que... Ah oui, c'est beaucoup mieux. Donc, de toute façon, pour plus de détails, il n'y a qu'à aller... je conseille à tout le monde peut-être de reprendre dans les archives du soir, à travers Google. Vous allez trouver certainement les différents articles, les 6, et qui sont vraiment très, très détaillés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tous les chiffres, il y a aussi la biblio, avec, c'est-à-dire toutes les références, quoi. M. Cloul, il n'a rien inventé, il a repris pratiquement tous les chiffres, tous les détails, beaucoup plus aux États-Unis parce que c'est la meilleure expérience en matière de gaz de schiste. Avant d'entamer le débat, je suis sûr qu'il va être très chaud, je l'espère d'ailleurs, que vous attendez avec impatience. Permettez-moi peut-être juste de rappeler quelques détails quand même qui devraient nous aider à construire un débat utile, surtout. Un débat utile et éviter, bien sûr, les polémiques inutiles. Ça ne sert à rien de... On n'est pas là, d'ailleurs, pour polémiquer, on est là pour... Je rappelle simplement que ce gaz de schiste, il a fait l'objet déjà de plusieurs débats. Le premier débat a été organisé par l'AIG. Moi, je voudrais le rappeler quand même. Le secrétaire général de l'AIG, M. Badji, d'ailleurs, il est là. On avait organisé en 2012 un débat sur le gaz de schiste pendant 2 jours. Il y avait pratiquement 300 participants de toutes les entreprises. Il y avait le président de l'Union, le secrétaire général de l'Union internationale du gaz qui était présent. Il y avait le ministère de l'Énergie, Sonatrach, toutes les entreprises étaient présentes, des experts, etc. Et on avait débattu pratiquement de tous les problèmes. Ça a été suivi par plusieurs workshops aussi. Moi-même, j'en ai présenté dans certaines universités, je me rappelle, y compris à l'université Tizi Ouzou. Il y a quelqu'un qui me l'a rappelé tout à l'heure. L'IAP l'a fait aussi. Mais 12 ans après, on continue toujours à parler du gaz de schiste et on ne sait pas s'il faut y aller ou non. Et il y a le club énergie aussi. Moi, je rappelle aussi, ça c'est extrêmement important. En 2021, en novembre, je crois, c'est ça, quand on a fait la transition énergétique, et la sécurité énergétique, on avait abordé le gaz de schiste aussi. Et on avait dit que la solution, au-delà de 2030, la solution, c'est le gaz de schiste. C'est pas pour défendre le gaz de schiste, mais c'était la conclusion du séminaire. Personnellement, je tiens à rappeler aussi ces quelques chiffres. Et la semaine passée, j'ai participé à l'exposition, à la présentation du gaz Outlook du GECF, qui ont affiché. Il va être publié en principe le 12 mars, le document du GECF. Donc vous pourrez le trouver sur le site du GECF. Je rappelle ces quelques chiffres qui ont attiré mon attention. Voilà ce que prévoit le GECF. Alors, il prévoit que les énergies fossiles, elles vont pratiquement passer de 80 à 63% dans la consommation globale énergétique mondiale entre 2022 et 2050. Et ça, c'est un scénario moyen. Ça veut dire qu'en 2050, le monde aura besoin de 63% dans son mix global. En 2050. C'est un scénario moyen. Le pétrole, il va chuter de 30 à 26%, le charbon 27 à 11%, le gaz naturel, lui, il va poursuivre son accroissement régulier et il va passer de 23 à 26%. Ça, c'est les chiffres du GECF. Les ENR vont passer de 15 à 31%. Le nucléaire, il va passer de 5 à 6% seulement. Je donne ces chiffres pour aider le débat, c'est-à-dire pour voir un petit peu l'importance du gaz de façon générale. Mais ce qui est mieux, c'est que le GECF, il prévoit que la seule façon d'assurer la sécurité énergétique mondiale, à l'échelle mondiale, d'ici 2050, il prévoit que les réserves actuelles en hydrocarbures, en gaz surtout,
en gaz, elles vont passer de 70% à 19%. C'est-à-dire que les réserves actuelles qu'on est en train de produire, développer, etc., on va passer de 70, ça veut dire que la différence, il faut la ramener d'où? Soit de nouvelles réserves à découvrir ou à développer, peut-être qu'elles sont connues actuellement, mais il faut les développer. Ça représente 57%. Il y a 57% de réserves en gaz à développer entre aujourd'hui et 2050. Mais ce qui est bien, ce qui est mieux, c'est le gaz de schiste. Il prévoit 23,5% de gaz de schiste. La part du gaz de schiste en 2050, elle sera de 23,5%. Je donne ces chiffres pour montrer un petit peu l'importance de notre débat. Et d'où viendra ce gaz? Bon, c'est les... M. Kloul a affiché les réserves tout à l'heure. C'est les États-Unis, c'est l'Afrique du Nord, c'est le Moyen-Orient, c'est la Chine, c'est l'Argentine. Voilà ce qui... Donc, je voulais donner ces chiffres pour essayer pour influencer en quelque sorte le débat et pour parler de thèmes stratégiques. Hein. Ce n'est pas... il faudra aller chercher ce gaz de schiste, je ne sais pas où, avec quels investissements, quels coûts, etc. Bien. Donc, je pense que tous les débats qui ont eu lieu depuis 2012, depuis celui de l'AIG et autres, ainsi que l'actuel, M. Kloul, là, il vient pratiquement de répondre à toutes les questions qui sont posées à droite à gauche concernant les conditions matérielles, l'environnement, etc., etc. Bon, il a donné pas seulement son point de vue, mais un petit peu ce qui se passe dans le monde. Mais à mon avis, dans notre débat, si vous voulez, avant peut-être de passer la parole à M. Aïd Hussein, que vous connaissez, probablement, c'est quand même l'un des pionniers de Sonatrach. Il a été vice-président de Sonatrach, il a été ministre de l'Énergie, et depuis pratiquement début des années 90, il est pratiquement consultant pour son propre compte. Donc, il faudrait qu'on essaye d'aborder en quelque sorte les aspects stratégiques. Moi, je pose trois questions, trois questions, un groupe de questions. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une raison stratégique pour exploiter cette ressource? Avec toutes les sous-questions qui peuvent... C'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Ce n'est pas tellement le problème d'arsenic ou ça c'est l'affaire de spécialistes. Il y a aussi le degré... Est-ce qu'il y a vraiment un degré d'urgence? Et là, je parle pour l'Algérie, évidemment. Hein. C'est beaucoup plus l'Algérie. Hein. Je ne parle pas du monde. Est-ce qu'on peut vraiment réaliser le succès des États-Unis qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur 1036 milliards de mètres cubes, il y a 818 milliards de mètres cubes aujourd'hui de gaz de schiste, de tight, etc., etc. Voilà, donc, maintenant, il faudrait aussi, s'il vous plaît, avant de passer aussi la parole donc, à M. Aïd Hussein Nordin, que notre débat soit bien organisé. On a mis en place sur cette table des petites feuilles, c'est-à-dire pour ceux qui veulent poser des questions écrites, qui ne veulent pas intervenir sur le micro. Il y a des feuilles ici, vous les prenez et vous rédigez vos questions, vous nous les donnez, M. Kloul ou M. Hussein, ils vont répondre. Il y a aussi, on demande aux gens qui veulent s'inscrire, de façon à le faire dans l'ordre, de s'inscrire aussi dans l'ordre. Comme ça, celui qui s'inscrit le premier, il va poser le premier sa question et ainsi de suite. C'est juste pour discipliner notre débat, pour éviter qu'il y ait des cloques, là, parce que parfois il y a des gens qui rouspètent, qui disent on n'a pas. Voilà. M. Hussein voulait aussi, et il tenait à tout prix à intervenir en complément, en quelque sorte, à ce que M. Kloul a dit, sur le gaz de façon générale, et plus spécialement sur le gaz de schiste, à partir de ce que le GECF a livré. Voilà, c'est noté. À vous la parole. Je vais aller là-bas. Ok, ça va. Nasser, s'il te plaît, tu peux afficher. Ah, il y a deux slides. C'est bon. Actuellement, vous avez dû vous en douter, ça gaze, comme on dit, ça gaze. On parle beaucoup de gaz. Parce que après la réunion qu'on a eue, je crois qu'il y a un mois et demi, où on a parlé de la nouvelle donne sur le gaz naturel, on a eu le plaisir d'avoir M. Boussena,
il y a eu quand même la réunion du forum des pays exportateurs de gaz naturel, donc ça a maintenu vraiment dans les questions du jour cette question du gaz, avec nous qui, de nouveau, parlons du gaz de schiste, pas pour la première fois, c'est clair, ça fait très très longtemps qu'on en parle, mais je pense que ce serait peut-être l'occasion de continuer à informer le peuple pour que le peuple soit cohérent avec ce que nous essayons de faire. Et c'est en réfléchissant un peu sur la déclaration d'Alger qui vient d'être approuvée par les pays exportateurs de gaz que j'ai pensé qu'on pourrait peut-être retenir quelques instructions, quelques idées, quelques orientations. Comme vous savez, la réunion du 7e forum du Gas Exporting Country Forum a tenu ses promesses en adoptant à l'unanimité ce qu'on appelle la déclaration d'Alger. Elle a confirmé l'hospitalité légendaire de notre pays et sa capacité à organiser et à réussir les grands rendez-vous internationaux. De ce côté-là, c'est une réussite. La déclaration a mis en exergue le rôle primordial du gaz naturel dans l'approvisionnement énergétique mondial, c'est clair, et le rôle moteur qu'il est appelé à jouer dans la transition énergétique. C'est dit clairement. C'est ce que nous avons souligné lors de notre dernière rencontre au sujet de la nouvelle donne gazière mondiale qui a été animée donc par la présence de notre ami Boussena. Lorsqu'on examine cette déclaration, on constate qu'elle fait état de la détermination des pays membres à renforcer le rôle du Forum dans le dialogue et la concertation sur la scène énergétique mondiale, à développer leurs capacités de production et à augmenter leurs exportations, c'est clairement dit, à exploiter et développer des technologies du gaz plus respectueuses de l'écologie. C'est dit. Le tout en veillant à la préservation et à la protection de l'environnement dans le respect des objectifs du développement durable des Nations Unies. Tout est dit. La déclaration invite en même temps les pays consommateurs à encourager le développement du commerce international du gaz, à favoriser les transactions de long terme en vue de réduire la spéculation et la volatilité des cours, à assurer la stabilité des marchés dans le but de faciliter et de sécuriser le financement des infrastructures d'exportation. Dans un marché particulièrement volatile, lorsque vous avez des investissements énormes à faire sur plusieurs années, vous avez besoin de stabilité des prix. Autrement, personne ne s'engagerait. Les pays consommateurs sont également invités à éviter les mesures de restriction économique unilatérales qui existent ou d'imposition de taxes discriminatoires qui risquent d'entraver le commerce international du gaz, ceci à un moment où cette source d'énergie est maintenant unanimement considérée comme la dernière source fossile
sur laquelle l'humanité peut compter dans sa lutte contre le réchauffement climatique. Tout le monde l'admet. Les attentes des producteurs sont maintenant clairement exposées. La balle est maintenant dans le camp des pays consommateurs. Et la déclaration d'Alger peut désormais servir de référence ou de plateforme pour un dialogue producteur-consommateur sur la place du gaz naturel dans une transition énergétique ordonnée avec un partage équitable des risques. S'il n'y a, à mon avis, a priori, pas d'équivoque en ce qui concerne la détermination des pays, des membres du GECF, à augmenter globalement leur capacité de production et d'exportation, comme je l'ai dit, ceci est clair. Il y a par contre des doutes sur la volonté des pays consommateurs, notamment ceux qui constituent l'Agence internationale de l'énergie, sur l'évolution de la demande gazière mondiale à long terme. Tout indique par ailleurs que les pays importateurs, notamment les USA, pas les importateurs, les pays producteurs, notamment les USA, poursuivront leurs efforts d'augmentation de leur production. Et que d'autres, alors là, c'est les pays européens qui chercheront toujours à freiner leurs importations pour assurer leur sécurité énergétique à long terme. Je dis bien des doutes sur l'attitude des pays consommateurs sur l'avenir du gaz naturel. Il est clair, et le Forum l'a démontré, que les pays producteurs et exportateurs de gaz naturel ont une confiance énorme sur l'avenir du gaz naturel. On a le même sentiment lorsqu'on entend parler les pays consommateurs. Mais en même temps, nous savons que les pays consommateurs ont une stratégie pour réduire à terme la consommation pétrolière mondiale. Bien entendu, peut-être plus lentement que la réduction du pétrole, mais c'est dans l'objectif des pays consommateurs. Je souhaiterais vous montrer ici, il y a eu pas mal de graphes qui ont été produits récemment sur comment les gens voient l'avenir des énergies fossiles. Celle-là se concentre sur le gaz. Vous avez celle qui commence en vert et qui se continue sous la forme de steppe, qui est celle de l'AIE. Si vous regardez ce slide, lorsqu'on regroupe sur le même graphique la dizaine des projections publiées récemment sur les perspectives d'évolution de la demande en gaz naturel, que ce slide vous montre, force est de constater que les avis sont partagés. C'est pour cela que je parle de doute. Il est clair que on parle d'un pic de la demande en gaz, soit en 2030, soit en 2050. Voilà un petit peu l'écart qui sépare la vision des gens. Ce qui est par contre n'est pas sujet à controverse, c'est la nette propension de l'AIE à recommander une sortie plus rapide des énergies fossiles et un plafonnement plus précoce de la consommation du gaz naturel dans le monde.
La raison pour laquelle je parle de l'AIE, c'est parce que c'est l'AIE que les pays producteurs vont avoir en face d'eux quand il s'agira de discuter de l'avenir du gaz naturel. Disons, c'est les pays consommateurs, mais soutenus par l'AIE. Comme je l'ai dit, cette perception n'est pas partagée par la majorité. Oui. Voilà, je termine. Voilà. Ce qui est clair. Pour en revenir, comme Abdelmajid me rappelle, à l'objet de cette réunion, le gaz de schiste. Vous avez sans doute remarqué que le mot ou l'expression gaz de schiste ne figure nulle part dans la déclaration d'Alger. Ni à ma connaissance mentionné dans les propos attribués aux participants au cours du forum. Avec les progrès technologiques, on fait de moins en moins de distinction entre le gaz de schiste et le gaz naturel. Cette évolution suggère, sans doute, qu'il n'y a pas lieu de distinguer chez nous le gaz de schiste ou le gaz du Trias de Hassermel ou du gaz cambro-ordovicien du bassin d'Ilisie ou du Trias dévonien de Berkine. Ils sont, comme Abdelmajid l'a rappelé, ils sont tous issus d'une roche mère et ont tous les mêmes caractéristiques, essentiellement du méthane, à quelques nuances près. Il faut le dire et le répéter, ce n'est pas au titre de sa composition chimique, ni au titre de son emplacement dans la chaîne géologique, que le gaz de schiste n'est pas conventionnel. C'est son processus d'extraction qui ne l'est pas, comme l'a démontré notre ami Saïd Kloul. Il est plus complexe, il nécessite une veille plus rigoureuse de l'utilisation rationnelle de leurs ressources en eau ou des risques de pollution. Il nécessite, comme il l'a dit, de nombreux forages de production et d'injection pour la fracturation, en fonction des qualités pétrophysiques de la roche, bien sûr. Et donc, il nécessitera des moyens de logistique conséquents. Il sera donc plus cher à produire, c'est ce qui est clair. Et c'est en définitive sur la base de son coût de production final, rendu consommateur par rapport au prix du marché, que son exploitation doit être envisagée. Mais il est clair que son exploitation peut très bien être inscrite dans le cadre de la déclaration d'Alger. La déclaration d'Alger nous invite à développer les gaz de schiste. Voilà ce que je voulais dire. Et on pourra voir par la suite le reste. Merci, Lordi. Là, maintenant, on va passer directement au débat. Juste une précision pour Lordi. La déclaration finale ne mentionne pas le gaz de schiste, mais le gaz Outlook exposé le premier jour, il montre parfaitement le rôle et l'importance du gaz de schiste entre 2022 et 2050 dans le GECF. C'est le pourcentage que j'ai communiqué. Je vais mettre les numéros. Hein? Oui. Voilà. On va passer donc au débat. Bon, il y a déjà pas mal de questions écrites. Hein? Ça facilite. Elles sont longues. Demande-leur d'être fixées. Essayez. Parce que si... Nasser, affiche les conditions.
Il ne faut pas que les questions soient longues hein, quand elles sont écrites aussi. Parce que déjà écrivez correctement, déjà, bon, on commencera 57 minutes. pas plus. Ça va. Ouais, la salle est réservée. Voilà, donc le Club Énergie nous rappelle que nous avons 55 minutes seulement. Mais il y a déjà pas mal de questions. Donc, alors, en attendant qu'on nous donne les questions, il y a une première recommandation c'est beaucoup plus une recommandation de M. Zitouni, hein, qui nous fait 3 recommandations, à savoir identifier les usages prioritaires du gaz de schiste, s'appuyer sur le gaz de schiste pour le transformer en vecteur énergétique de la solarisation de notre bouquet énergétique, industrialiser localement les outils de ces transformations et puis faire de l'axe Ain Salah Tamar Rasset le fer de lance d'une telle orientation. Ce sont 4 recommandations, oui. On en prend note de toute façon et je pense qu'il n'y a pas de réponse. À moins que monsieur... Non, c'est une recommandation qui est... ça va. Ça va. Non, je pense que ce sont des recommandations qui sont justes. Je souligne ce que vient de dire Siaït Taoussine. La première recommandation, c'est identifier les usages prioritaires des gaz de schiste. Encore une fois, les gaz de schiste ou les gaz conventionnels, c'est la même chose. Il n'y a rien de spécifique là-dedans. C'est la même chose. Donc ça va rentrer, d'ailleurs, dans les mêmes stockages et sont utilisés, ils vont être liquéfiés de la même manière au GNL, etc. Donc ça va être difficile de répondre à la première opération. Le reste, effectivement, ce sont des recommandations qui ont du bon sens. L'industrialisation locale, l'utilisation de l'axe Taman Rasset, Ain Salah, pourquoi pas, c'est une bonne recommandation. C'est tout ce que l'on peut dire. Hein. Bien. En attendant que je puisse lire, parce que les écritures, les questions écrites, l'écriture, voilà, on va passer à la liste là. On a déjà 6 personnes qui veulent poser des questions dans l'ordre, hein, qui se sont inscrits. Il y a M. Mekidesh. Je crois que c'est le premier. هاك الميكرو هذا. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement d'abord remercier Claude pour la qualité de son intervention et son contenu. Et moi, je trouve que, pour ce qui me concerne, Monsieur le Président, pour ce qui me concerne, Monsieur le Président, je m'adresse à vous. Pour ce qui me concerne, pour la question des gaz non conventionnels, je préfère non conventionnel à gaz de schiste. Le problème, c'est pas doit-on pas faire appel à cette ressource, mais quand doit-on faire appel à cette ressource? Pour pouvoir nous préparer selon un processus, selon le principe de précaution, puisque l'ensemble des menaces ou des difficultés qui peuvent naître de l'exploitation de cette ressource sont réelles, mais elles sont gérables. Compte tenu de l'expérience des États-Unis, je pense qu'il aurait été bon aussi d'avoir le retour des expériences de l'Australie et de l'Argentine, donc, puisqu'ils ont commencé à le faire. Alors, comment peut-on identifier sur le plan de la temporalité? C'est d'abord de voir où vont nous amener les ressources et les productions actuelles du gaz conventionnel. Au cours de notre dernier séminaire, on avait avancé un deadline de 2030 entre 2030 et 2035. Donc, est-ce qu'on peut valider le fait que sur nos ressources conventionnelles de gaz, on peut espérer aller jusqu'à 2035 et au-delà, il va falloir donc aller exploiter, être en mesure d'exploiter donc ces gaz de schiste. Ça, c'est une première question, sachant que cette ressource est admise jusqu'à 2050. Alors donc, ce sont ces questions de temporalité que je pose à Nordin et puis à Saïd, voir si on a des éléments de réponse. Et également les institutionnels, s'ils peuvent
donc nous donner des informations sur cet aspect-là. Merci, Monsieur le Président. Bien, on va... Merci, Monsieur Mekidesh. Vous posez une question qu'il faudrait poser à nos décideurs, beaucoup plus qu'à nous. Mais effectivement, où en est-on avec nos ressources? Je pense que ceux qui sont habituellement en contact avec Sonatrach, je parle de M. Attard, je parle de notre ami à côté, peuvent répondre en matière des ressources disponibles. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut que déplorer le fait que Sonatrach ne communique pas. Et donc, il est très difficile de dire où est-ce qu'on en est. Ce que je peux dire, moi, c'est que notre consommation augmente à une vitesse grand V, que nos ressources ont des limites. Elles ont des limites. Je ne saurais pas dire jusqu'à quand, mais compte tenu du fait que le développement des gaz de schiste demande beaucoup de temps, parce qu'il faut effectivement prendre beaucoup de temps, il faut s'y préparer, vous avez raison, les moyens qu'il faut mettre à la disposition des foreurs ne sont pas simples à préparer. Je ne peux pas dire davantage, parce que aujourd'hui, si je prends uniquement la question des appareils de forage, il n'y en a pas de disponibles. On ne peut pas aller sur le marché comme ça et en acheter. Il faut les faire fabriquer. Il faut les faire fabriquer. Parce que ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, les appareils disponibles chez nous, je crois qu'on ne pourrait, à la limite, retirer du parc actuellement utilisé par Sonatrach et ses associés qu'une vingtaine d'appareils, 20 à 30 appareils pour les mettre dans les schistes. Maximum. Maximum. Par conséquent, tout le reste, il faut l'importer, donc il faut l'acheter, il faut préparer les hommes. Parce que forer autant de puits par an, il faut des hommes, il faut des superviseurs, il faut des ingénieurs, il faut préparer les hommes tout de suite. Même si l'on doit commencer dans 10 ans, il faut commencer maintenant à les préparer. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Il y a M. Aït Hussein qui va rajouter quelques mots. Moi, je crois que la réponse la plus rapide à ta question, à Moustapha, le plus rapidement possible. Quand tu dis quand est-ce qu'on va commencer? Heureusement d'ailleurs que d'après les informations que nous avons, il y a des questions en cours au sein de la Sonatrach avec des partenaires étrangers. Donc au moment où nous sommes en train de discuter, faut-il y aller, faut-il pas aller, le train est déjà en marche. Tant mieux. Et tu veux que j'arrête d'en parler ou là tu vas aller parce que... Vas-y. Ah, c'est ça. Donc la réponse c'est le plus vite possible, sachant, comme l'a dit Saïd, entre le moment où on décide et le moment où on va commencer à sortir les premières BTU de gaz à l'extérieur, ce sera 10 ans. Ce sera 4 ans. On y arrivera dans 4 ans. C'est là. Pourquoi ça devient urgent? Bien entendu, parce que nous savons que nous avons une consommation locale qui est en train de grimper. Et à mon avis, même si on peut espérer ralentir un petit peu le taux de croissance, elle continuera à augmenter. De notre côté, nous avons toujours encouragé qu'il ne s'agit pas uniquement de s'exciter sur le gaz de schiste, il faut continuer à faire de la recherche classique. On va continuer à faire de la recherche pétrolière dans le pays. Il y a tout un département au sein de la Sonatrach, ou toute une direction qui s'en occupe. Donc il n'est pas question d'arrêter la recherche classique pour de nouvelles réserves. Mais ce qui est embêtant, c'est lorsque tu regardes l'évolution de notre production totale de gaz naturel que Saïd nous a montré dans un de ses graphiques. Et lorsque vous regardez l'évolution
de la production totale, à mon avis, il n'y a pas tellement de grosses variations. Il y a eu récemment une augmentation, un plafonnement. La raison pour laquelle les exportations ont baissé, c'est parce que la demande de la consommation nationale a augmenté. Ce qui n'est pas indiqué ici, dans ce graphique, c'est qu'en fait, la différence entre la production globale, notre consommation et les exportations, c'est les quantités qu'on injecte pour soutenir la production. Mais imaginons, alors je reviens maintenant en une seconde sur ta question, imagine que notre production globale stable, reste stable, hein, j'ignore du gaz de schiste, et que notre consommation intérieure va continuer à grimper. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire de l'immense infrastructure que nous avons déjà financée, les pipelines à travers la Méditerranée sur l'Europe, les usines de liquéfaction? Si on oublie le gaz de schiste, il est clair que nous n'allons pas pouvoir utiliser cette infrastructure. C'est clair. La seule chose qui peut nous permettre de l'utiliser, donc... Quel horizon? Bon, l'horizon, ça dépendra des dates à laquelle on décidera de faire du gaz de schiste. Hein. Si on fait du gaz de schiste tout de suite, bon, on peut développer. Merci, Sinordine, parce que le temps presse. Tu as parlé de réserves, puisque Saïd me dit, est-ce que tu as en face de moi ici les réserves, hein. Tu les connais, on les a étudiées en 2021, en novembre, quand on a fait notre plaidoyer. Les réserves en 2021, en gaz, elles étaient de 2220 milliards de tonnes équivalent pétrole. Voilà. Voilà ce qu'on avait en 2021. Bon, qu'importe ce qu'on a produit, ou je passe pour le pétrole ou là. Juste quelques mots à propos justement COP, etc. On avait fait une projection que j'ai en face de moi. Voilà. Et on avait prévu dans les hypothèses du Club Énergie, évidemment, que si on démarre tout de suite l'exploitation du gaz de schiste, d'abord appréciation, développement, etc., on pourrait commencer à produire le gaz de schiste à partir de 2025. C'est ce qu'on avait prévu en 2021, je précise. Hein? 2021, on produit quelque chose peut-être entre 5 et 10 milliards de mètres cubes. Et on avait prévu qu'on pouvait atteindre, en principe, si on met le paquet sur le développement du gaz de schiste, parce que les réserves conventionnelles commenceront à baisser inéluctablement à partir de 2025. Ça, c'est le diagramme que j'ai ici, qu'on avait étudié. On pourrait produire pratiquement quelque chose comme 40 milliards de mètres cubes à partir de 2035. Voilà ce qui était prévu en théorie. On fera un certain nombre de puits, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça, c'est ce qu'on avait prévu en 2021. Bon, maintenant, depuis, de toute façon, on n'a pas démarré. Voilà. Bien, on va donner la parole à M. Krissat. Moi, j'aurais aimé avoir plus que 2 ou 3 minutes. Mais bon. واش تحب دير الله غالب مش راهو يقال 55 minutes. Vas-y. D'abord, félicitations à Saïd pour cet exposé très informatif qui fait la synthèse de l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis. Mais les États-Unis, ce n'est pas l'Algérie. Alors, c'est là qu'est le problème. Aux États-Unis, tout est produit sur place. Les appareils de forage, la technologie de fracturation qui vient de là-bas, les différents produits, etc., les effluents qui ont été cités. Et les performances. Les performances aux États-Unis, c'est forer un puits de 2500 mètres en 20 jours. On a foré Insalah 1 et 2 en presque 6 mois. Et ça a coûté, je crois, 17 millions de dollars. Donc tout est là. Nous n'avons pas d'historique pour asseoir notre démarche sur ce qui s'est fait en Algérie. Alors si on se base sur ce qui s'est fait aux États-Unis, bon, évidemment. Ça, c'est le plus grand reproche que je puisse faire, parce que j'aboutis à des résultats tout à fait différents. Si vous prenez ce qui s'est passé à Insalah
et ce qui se passe chez nous. À Sonatrach, les performances de forage sont en forte dégradation depuis une dizaine d'années. Donc, je serais fort étonné qu'on puisse avoir les performances américaines, c'est-à-dire forer un puits en 20 jours ou un mois. On a foré une salade, je l'ai dit, en 6 mois. Bon, peut-être 4 mois si on enlève les essais de puits. Mais si on fore en 3 mois, ce sera très bien. Alors, si on fait en 3 mois, le coût de production ne sera pas celui que tu as indiqué, ça. Moi, le coût de production que j'ai, c'est $10 le mètre cube. Bon, pourquoi je dis $10 le mètre cube? C'est 17 millions de dollars divisé par la production, qui est, je crois, de 1,7 million de mètres cubes. On aboutit à $10 le mètre cube. Alors, $10 de mètre cube, en comparaison de ce que Saïd a donné tout à l'heure comme résultat, il a parlé de milliers, un millier de cubiques feet, c'est-à-dire 27 mètres cubes. Donc, 27 mètres cubes, pour moi, c'est $270. $270. 10 fois 27. Alors, évidemment, ces chiffres, on peut les réduire si on améliore les résultats de forage, mais je ne suis pas du tout optimiste pour qu'on fasse ce saut qualitatif dans 5 ans ou même dans 10 ans. Alors, je ne sais pas comment on va faire. Ça, c'est ce que je voulais dire de façon générale. Tu as parlé à juste titre des difficultés d'exploitation et de logistique. Alors, la logistique, il faut en parler parce que, à part les appareils de forage, tu as parlé de 400 puits par an. C'est pas assez, 400 puits par an. Il faudra forer au moins 600 puits si on veut produire un peu plus qu'1 milliard de mètres cubes. Je pense que l'Algérie veut produire plus que ça. Donc pourquoi se lancer dans une exploitation si c'est pour produire si peu? Donc au moins 1 milliard de mètres cubes, il faudra forer plus de 600 puits. Moi, c'est le résultat auquel j'aboutis. Et 600 puits, c'est 4 puits par an, ça fait 150 appareils de forage. Mais impossible à mobiliser tant de logistique opérationnelle et tant d'appareils de forage. Même si on s'y prend aujourd'hui, il faudra prendre son temps. Alors, donc, pour moi, le gaz de schiste n'est pas la solution à envisager maintenant. Il faut laisser ces ressources aux générations futures et attendre que la technologie s'améliore, qu'on se prépare. Et pour faire face à nos besoins, nous avons le solaire thermique. Voilà. Je voulais juste terminer. Le solaire thermique, j'ai fait un petit calcul. Alors, le gaz de schiste, j'ai donné un chiffre. Il y a beaucoup de questions et on risque de... J'espère que mes questions sont d'un certain intérêt. Et puis je voulais aussi te rappeler, aussi à Aït Hussein qui était témoin. Nous avons tenu un séminaire, tu as oublié la conférence qu'on a tenue en 2014 à l'hôtel Hilton sur la transition énergétique et le développement durable. Il y avait majoritairement une opinion défavorable à l'utilisation du gaz de schiste. Vous avez oublié de le mentionner. En 2014 à l'hôtel Hilton. Et les documents sont là pour... voilà. Alors, je voulais comparer avec le solaire thermique. Le solaire thermique, en 2 mots. Il n'est pas le solaire thermique, l'énergie solaire, Je suis désolé d'interrompre, c'est pas l'objet. non, si, c'est l'objet, c'est la comparaison. Non au gaz de schiste, mais oui au solaire thermique. Ça va de soi. C'est tout. Le solaire thermique, l'énergie solaire, les réserves d'Aha sont incontestables et son coût de production, le coût du kilowattheure, je vous le donnerai plus tard, il est de 4 ou 5 fois moindre que celui du gaz de schiste. Voilà ce que je voulais dire en résumé. Je ne sais pas si Saïd a des... Merci, M. Krissat. Votre expérience dans le domaine dans les hydrocarbures n'est pas à démontrer. Hein. Vous êtes... Ah bon. N'est pas à démontrer, vous êtes très connu et votre avis est toujours un avis écouté.
Je vais commencer par la dernière opinion concernant... Vous faites la comparaison entre les gaz de schiste et le solaire. Moi, je dis que je ne fais pas de comparaison, il faut les faire tous les deux. Il faut les faire tous les deux. Pour faire le solaire, il faut des moyens. Il faut des moyens. Et il est possible, aujourd'hui, de produire les gaz de schiste. Il est possible. Bon, combien? Ça, c'est une autre question. Peut-on le faire en 4 ans, 5 ans ou en 10 ans? C'est une autre question. Ça dépend des moyens que l'on va mettre. Vous avez raison, comme je l'ai dit, il n'y a pas de moyens disponibles aujourd'hui. C'est vrai. Vous avez parlé du coût du millier de mètres cubes, de pieds cubes, je crois, où vous avez fait une comparaison avec les chiffres que j'avais donnés. Je ne sais pas comment vous avez calculé. Parce que vous avez pris, je crois, le coût d'un forage. Le coût d'un forage, c'est ça? Pardon, le coût d'un forage. Je ne sais pas quelle est la production ultime du puits que vous avez prise. Moi, je ne la connais pas. 1,7 million de mètres. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Moi, je ne sais pas. Pour comparer, il faudrait avoir une idée précise. La production ultime d'un puits de gaz de schiste, je ne la connais pas. Donc c'est pour ça que je ne suis pas allé dans ce domaine. J'ai pris tout simplement, parce que j'ai pris 10% de remplacement des puits pour pouvoir faire face justement au déclin de production. 10%. C'est peut-être pas assez. Peut-être qu'il en faut plus. Mais mon hypothèse était que 10% devrait suffire. Ok. Et le développement des gaz de schiste ne peut pas se faire d'une manière, comment dire, théorique dès le départ. Il faut être pragmatique. Il faut cibler les hotspots, comme on dit en anglais. Il faut faire ça de manière modulaire. Il ne faut pas faire ça d'emblée comme ça, comme un marteau compresseur. Non, il faut faire ça de manière modulaire, au fur et à mesure de l'évolution des coûts, de la rentabilité et surtout du marché. Parce que tout ça se tient. Les hypothèses que j'ai prises sont des hypothèses de travail, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 400 puits. Peut-être qu'il en faut faire 600. Peut-être qu'il en faut 200. Peut-être qu'on ne peut pas faire plus de 100. Mais la démarche qu'il faut avoir est une démarche qui tient compte, pragmatique, qui tient compte des résultats que l'on obtient. Il faut le faire de manière intelligente, petit à petit. Et encore une fois, il ne faut pas abandonner le solaire. Il ne faut pas abandonner le solaire. Merci. On va donner la parole à M. Benzar, qui est PDG de l'ONAFOR. Peut-être qu'il va essayer d'arbitrer entre vous deux. Là. Salam alaikum, M. Benzar, PDG ONAFOR. Donc, avec les remarques de M. Fessat, je voulais justement peut-être donner un peu d'éclaircissement. Donc, je peux dire que le forage, en Algérie, il est maîtrisé par l'ONAFOR et le LDP. On sait bien faire les trous et on peut les faire dans des délais records. Pas loin de l'année passée, de cette année, de 2023, nous avons dédié un appareil de forage au groupe Monberki. Nous avons réalisé 4 puits à 4000 mètres en 4 mois. 4000 mètres, 4 puits, 4 mois, 940. C'est la même équipe, c'est le même appareil, c'est les mêmes équipements. Avec le même appareil, à côté, avec nos amis de Sumatra, nous sommes à 276 jours et nous n'avons pas encore terminé le travail. Donc, c'est une question de travail en équipe, de mettre en place toute la logistique, parce que le forage, on sait le faire. C'est la logistique qu'il faut mettre en place. D'accord. Donc, c'est la logistique qu'il faut mettre en place. Et à côté même des gisements qu'il faut développer en schiste. Si on va intervenir pour un top drive qui tombe en panne à 2h du matin de Hassim Saoud, c'est vrai, on ne peut pas faire des puits rapidement. Et il faut avoir des centres de logistique à côté. La technique de forage est maîtrisée.
les équipements, bon, c'est-à-dire les appareils sont équipés. Il reste pour réaliser des dépouilles sur la même plateforme. Donc on a commencé à mettre en place ce skidding-là, des appareils pour éviter qu'il faut faire des TM sur la même plateforme, donc ce qu'on appelle working rig. Donc on est en train de réfléchir justement pour équiper. Donc je pense c'est jouable quand tout le monde s'y mette pour mettre en place toute la logistique nécessaire et on va réussir, Inch'Allah. Voilà. Merci. Merci Sylvain. Je rappelle que le NAFOR nous a sponsorisé, c'est elle qui sponsorise cette réunion. Et on le remercie vraiment, vivement, il faut l'applaudir. Bien. Par contre, sur les gaz de schiste, les schistes, je peux vous répondre. Aux États-Unis, les schistes ont une porosité qui varie entre 1 et 6%. Et même chez nous, c'est comme ça. La perméabilité est très faible. Elle varie du micro-darcy au nano-darcy. Ça, c'est le schiste globalement. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas le schiste globalement, ce n'est pas la roche schisteuse elle-même qui produit. Ce sont les fissures, ce sont les fractures naturelles qui sont là. Et qui sont, lorsqu'elles sont importantes, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'elles sont importantes, le puits produit. C'est comme ça que ça marche. Attendez une seconde. Oui, monsieur. Je vais... Attention, ce n'est pas 3000 mètres comme ça. Nous faisons des forages horizontaux qui ciblent les points les plus producteurs. Et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a deux types, il y a deux gaz qui sont, par exemple, qui sont vus là-dedans. Il y a le gaz qui se trouve effectivement dans les fissures. C'est celui-là qui produit au départ, le premier. Il y a le gaz qui se trouve dans la roche, qui se trouve là-dedans adsorbé. Il est adsorbé sur la roche. Et lorsque on produit les fissures, le gaz adsorbé sur la roche passe dans les fissures, passe dans les fractures et il est produit. Il peut y avoir une évolution de la production dans le temps. Ça baisse parce qu'on soutire ce qu'il y a dans les fissures, dans les fractures. Ça fait un apport important. Ensuite, le puits peut baisser en potentiel et lorsqu'il se remplit, les fissures se remplissent, à ce moment-là, on reproduit. Et en plus, quand ça arrive comme ça, on refracture le puits. Les Américains, sur les puits fracturés entre 2005 et 2014, je pense qu'il y a eu environ 20% de puits refracturés à cause de ça. Okay. Voilà, monsieur. Okay, merci. On va donner la parole maintenant à Zitouni. Je crois qu'on a lu le... Tu veux prendre la parole quand même? Je veux préciser une question. Une minute, pas deux. Une minute. Oui. Fadal, parce qu'il est sur la liste. Hein, de toute façon, donc je peux pas. Chrono, hein? Non, pas long. Ah, micro. Merci. D'abord, je voudrais remercier le conférencier. Merci beaucoup pour partager votre conférence. La question. Utilité, usage. Il faut faire la différence. On va faire un peu de philosophie, ça nous empêchera de tomber dans la technique qui me semble ne pas avoir beaucoup d'intérêt pour le débat d'aujourd'hui, alors que la question, elle est éminemment stratégique. Utilité, est-ce que c'est utile? Oui. Est-ce que c'est utile? Oui. Utile, c'est une utilité opportuniste, c'est-à-dire que nous avons une fenêtre d'opportunité, comme l'a démontré M. Outlaussin, et je ne vois pas pourquoi on ne la saisirait pas. Usage stratégique. Parce que si nous devons utiliser ces gaz de schiste pour exporter pour le reste du monde, c'est-à-dire exporter de l'eau et des valeurs, pour moi, l'usage là n'est pas stratégique. Par contre, si nous devions utiliser ce gaz de schiste pour faire par exemple de l'énergie solaire, produire de l'électricité à partir de nos gaz de schiste et à partir de nos quartz à Ain Salah. Oui, merci. Produire du solaire, à ce moment-là, nous avons un usage stratégique
de diversification de notre bouquet énergétique. Donc utilité, usage, deux concepts qu'il ne faut pas mélanger. Merci. Merci. Alors, la parole est à M. Mehdi Kharfi. C'est bon? Ok, merci. Monsieur Moussaoud. C'est écrit Monsieur Moussaoud, Bark. Je suis là. Ah. أنا قلت بالك واحد آخر. تفضل. Moi, 2 minutes. je ne vais pas développer. Juste une question simple, monsieur Claude. J'ai lu les articles de Saoud. Micro. Il a publié sur le soir d'Algérie. Et une question où il ne l'a pas reproduite ici dans l'exposé. C'est qu'il il a dit, donc pour l'Algérie, en ce qui concerne l'Algérie, si on n'exploite pas cette ressource dans 10 ans, après c'est trop tard. Pourquoi? Voilà. Deuxièmement, là, donc moi je fais un juste commentaire par rapport à la question de M. Crissat. Il a pratiquement, je comprends ce qu'il... Pratiquement pour lui, au lieu de dire c'est impossible, il a dit les choses autrement. C'est-à-dire pour lui c'est impossible de développer le gaz de schiste. Dit autrement, hein, par rapport à ce qu'il a. Alors si on revient 15 ans en arrière pour le conventionnel, je suis sûr et certain qu'on aurait dit la même chose. Qui est-ce qui fait aujourd'hui le conventionnel depuis 15 ans? C'est qui? C'est Sonatrach certainement, mais c'est avec ses partenaires. Sonatrach seul n'aurait jamais atteint le niveau de développement qu'on a aujourd'hui. Et merci. Voilà. Merci. Merci, c'est monsieur. Juste rapide. Bon, votre réponse, la réponse est relativement facile. Hein. Si l'on regarde le marché, si l'on regarde la transition énergétique, si l'on regarde ce que l'AIE, les combats que mène l'AIE pour réduire l'utilisation des énergies fossiles, si l'on regarde ce que font les Européens pour se désengager de l'énergie fossile, je dis, c'est pour ça que j'ai dit, il faut aujourd'hui développer les gaz de schiste, sinon ce sera trop tard. Si on attend dans 10 ans, nous ne trouverons probablement pas le marché pour vendre le gaz. Parce que si on attend dans 10 ans, on produira dans 15-20 ans, c'est-à-dire que nous serons au-delà de 2040, 2045-2050, c'est cuit. Si on ne le fait pas maintenant, c'est cuit. Bien. J'ai épuisé la liste sur laquelle sont écrits des intervenants. On passe aux questions écrites. J'ai la première qui me semble très intéressante d'ailleurs, c'est une question de M. Boudissa. M. Boudissa. Alors, en matière de réglementation, la question est la suivante. Est-ce que pour le forage des puits de gaz de schiste, il existe une réglementation? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une classification des blocs de schiste en matière de blocs à risque, moindre risque et prioritaire? Voilà la question, c'est très précis. Merci, M. Boudissa. Bon, pour ce qui est des blocs, je ne peux pas vous répondre. Peut-être que M. Attar pourrait le faire, mais je n'ai aucune réponse à vous donner. Il faudrait commencer à forer pour comprendre ce qui se passe au niveau des schistes. Si on ne fore pas 15, 20, 30 puits dans une zone bien déterminée, on ne saura pas si c'est intéressant ou pas intéressant, si c'est rentable ou pas rentable. Maintenant, l'autre question. Pardon. Oui, la réglementation. Alors, il existe beaucoup de réglementations, mais aux États-Unis. Énormément, une réglementation très touffue. Chaque État a sa propre réglementation. Il y a les institutions comme l'Agence de protection de l'environnement, l'API, la Railroad Commission du Texas, toutes ont édité des réglementations. Bon, chez nous, non. Chez nous, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Bien.
Je crois qu'il y a un complément de réponse de la part de M. Rumini, qui représente le ministère de l'Énergie. Donc, j'aimerais bien effectivement qu'il intervienne sur ce sujet qui est très important. Je rappelle que M. Rumini est directeur général des hydrocarbures au sein du ministère de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à la réglementation, alors ce que prévoit exactement la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Le micro. Oui, je vois. Ce que prévoit la nouvelle loi sur les hydrocarbures, la 1913, c'est qu'on revienne vers les meilleures pratiques dans l'industrie. Il y a l'autorité de régulation des hydrocarbures qui est l'ARH, qui veille sur ces pratiques et qui peut aussi imposer des réglementations en application de cette loi. Donc c'est un aspect qui est pris en charge. Pour ce qui est de la classification, donc il y a une étude très sérieuse qui a été réalisée par NORT avec un bureau d'études donc reconnu, et à laquelle ont pris part des majors tels que Total Energies, tels que Exxon, Eni, etc. Donc il y a 6 ou 7 compagnies qui ont pris donc part à cette étude et qui ont classifié un peu les bassins risqués, dérisqués avec les ressources, etc. Je vous remercie. Je pense que c'est assez clair. Eh bien, je rajouterai simplement que la loi, elle contient pratiquement toutes les dispositions relatives au gaz de schiste, y compris en matière de fiscalité, en matière de risque, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc. La loi est très... Et les deux agences, pardon, je m'excuse de rajouter les deux, Al-Naft et l'ARH, c'est elle qui veille et ils ont toutes les réglementations, peut-être, bon, à parfaire. Mais cette réglementation, pourquoi j'interviens? Parce que j'étais là-dedans et il était prévu que, c'est-à-dire qu'on ne peut améliorer les réglementations et les peaufiner qu'à partir du moment où on fera de nombreux forages, par exemple, sur les différentes zones, et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir les problèmes. Aujourd'hui, il y a 2 puits, c'est tout. Donc, tout est à venir. Voilà. Alors, tu dis... Ah non, pas... Ok. Bon, j'ai une question de la part de M. Kalimat Hamid qui souhaiterait que j'en dise un peu plus sur la consommation d'eau. Dans mes articles, j'ai parlé de 3 milliards de mètres cubes d'eau à consommer, mais c'est sur l'ensemble de tous les bassins de schiste. Alors, sur les 3 milliards dont j'ai parlé, devraient ne pas poser de problème. Devraient ne pas poser de problème. J'ai cité d'ailleurs une étude qui a été faite sur le continental intercalaire, le SAS, par un organisme qui est où sont représentés les États à la fois du Maghreb et du Sahel. L'étude a été faite pour savoir combien on pourrait exploiter. Ils ont fait une ventilation et ils ont annoncé que l'Algérie pourrait encore augmenter sa production d'eau d'Albien d'environ 6 milliards de mètres cubes d'ici 2040, à condition qu'elle sélectionne les zones, parce qu'il y a des zones où le soutirage a déjà été très fort et il y a, si on augmente beaucoup, si on accélère la production, ça risque de poser des problèmes, mais globalement, 6 milliards de mètres cubes ne devraient pas poser de problème. Voilà ce que disent les spécialistes. Aux États-Unis, c'est 10 à 15 000 mètres cubes par puits. Oui. Ici, ce n'est pas 10 à 15 000 mètres cubes par puits. Les statistiques 2019, je crois, 2019 donnent 51 000. Ils sont allés à 51 000. Ce n'est pas pour rien que le débit des puits a augmenté. Ce n'est pas pour rien que les drains sont maintenant à près de 5 000 mètres. C'est ça qui consomme beaucoup d'eau.
Si on fait des petits drains de 200 mètres, 300 mètres, on va consommer beaucoup moins. Mais si l'on fait des drains importants, on va consommer beaucoup plus. Dans l'étude, enfin c'est pas l'étude, mais dans l'exemple que j'ai donné, j'ai pris 60 000 par puits. C'est énorme. Je sais que c'est énorme. Mais je l'ai fait exprès pour montrer que, même comme ça, c'est faisable. Voilà. Bon, si vous permettez, parce que cette question a été posée aussi par le CDER, l'investissement dans l'hydrogène. Ils ont parlé de l'hydrogène et le gaz de schiste, sachant que les deux utilisent l'eau par une grande quantité. J'espère que je suis en train de bien dire. C'est ça. Bon, ça c'est la première partie de la question. La deuxième, bon là tu viens de répondre. La deuxième, c'est pourquoi ne pas utiliser les terrains pollués pour installer des systèmes photovoltaïques et même des des installations éoliennes, si possible. C'est bien ça, hein, la question du CDER. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien. Alors, je reviens à l'eau, parce que je sais que l'eau pose beaucoup de problèmes. Moi, si tu permets, ça me dérange. Vas-y. Eh oui, parce que on l'a étudié en 2012, en 2014, en 2021, etc. Je vous donne les chiffres officiels. Tu aimes la question. Sauf aux États-Unis, 35 000 puits de gaz de schiste. Ils ont consommé exactement 530 millions de mètres cubes seulement par an. En Algérie, les calculs que nous avons faits au sein de l'AIG, quand on avait fait notre séminaire, avec les gens de l'hydraulique, avec l'Agence des bassins sud et avec l'ANRH, l'Agence nationale des ressources hydrauliques. On a pris tous les calculs, le SAS, etc., etc. J'ai les chiffres ici. On a calculé que si on fait 30 000 puits en 30 ans, nous allons consommer 2,4 milliards de mètres cubes par an. Non, pardon. Ça, c'est l'autre chiffre. Pardon. Non, on va consommer, alors c'est 5% seulement du soutirage du SAS à l'époque. Hein. Ça, c'est des chiffres mis à jour pour 2019. 5%. Alors, en 2019, on soutirait du SAS, le système aquifère saharien, 2,7 milliards de mètres cubes par an. Aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé les 3 milliards. Il me semble. On a dépassé les 3 milliards. C'est tout. 5% seulement. Je vais te donner un autre chiffre. La raffinerie de Skikda, elle consomme à elle seule 20 000 mètres cubes par jour d'eau. De quoi? C'est-à-dire 7,3 millions de mètres cubes, c'est-à-dire de quoi faire 500 frappes. Juste pour dire. Franchement, la consommation d'eau, elle est vraiment ridicule par rapport à tout ce qui se consomme par ailleurs. Aujourd'hui, l'industrie des hydrocarbures conventionnels, elle consomme presque autant que ce qu'on va faire. Je suis désolé de le dire, mais... Le problème, c'est qu'il n'y a pas des aquifères partout et qu'il va falloir citerner, notamment dans le Sahara occidental, il va falloir prévoir des centaines et des centaines de camions citernes. Non. Le système aquifère, il n'existe pas seulement dans le bassin de Tindouf et de Reguin. C'est tout. Ailleurs, le gaz de schiste, il a montré une carte tout à l'heure. On élimine Tindouf et Sidi. Il n'y a pas d'aquifère, il n'y a pas le SAS. On élimine Reguin. Mais tout le reste, le SAS existe. Sauf que le gaz de schiste, de toute façon, il n'est pas considéré au nord de Hassim Saoud, au nord de Ouedsouf, pour la simple raison que les couches de schiste sont très profondes. Mais tandis que tu prends Lahnet, Timimoun, Ouedmia, non pas Ouedmia, Mouidir, Imizi, Berkine, les 5 bassins cités par M. Kloul, le SAS existe. Il y a le continental intercalaire et le complexe terminal. Bien. Il vaut mieux activer. Oui, non. Vous avez... L'autre question. L'autre question. Rahal.
Oui, Rahal fait une remarque en disant que gaz de schiste ou gaz conventionnel, le développement n'est différent que par l'intensité des forages. Entre autres, oui, parce qu'effectivement, il faut forer beaucoup de puits. J'ai une image que malheureusement je ne l'ai pas présentée, mais elle est sur le plan paysage, elle est effrayante. Elle est effrayante. Le nombre de puits qui sont forés dans une zone, je pense que celui qui a pris cette photo a ciblé exprès, mais elle est effrayante. Le nombre de puits est colossal. Vas-y. Tu as répondu à la classe. Ouais, oui. Non, il a raison. Alors, celle-là. Ça y est, ça. Allez, ça y est. Okay. Si, nous avons d'autres questions. Il n'y en a plus. Si. Non, allez, ça y est. Non, tu n'as pas répondu à ça. Youssef. Ah oui. On va répondre aux questions écrites. Hein? Bon. Une seconde, elle rate. أي هذا تفضل mais non. C'est ça le débat, il n'y a pas de... C'est ça le débat. Mais il faut aller au-delà. Il faut peut-être se dire, bon, nous avons des ressources qui sont de plus en plus limitées en ce qui concerne le gaz conventionnel. Nous sommes d'accord sur ça. Nous avons, j'espère, de très grandes réserves en gaz de schiste qui peuvent nous aider à passer toute la transition économique de la dépendance de l'Algérie des hydrocarbures vers une économie beaucoup plus diversifiée pour le développement du pays. Donc, on peut partir de l'hypothèse que les gaz de schiste sont nécessaires, c'est faisable et qu'on peut y aller. On part de cette hypothèse. À partir de là, il faudrait aller vers une réflexion structurée, qui consiste en quoi? À explorer d'abord ce que sera, appréhender ce que sera le marché international. Hein? Est-ce qu'on sera compétitif en ce qui concerne les gaz de schiste? Il faut se poser ces questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être compétitif? C'est un peu ça. Hein? L'autre chose, quel rôle attribuer au gaz de schiste de manière stratégique? Si on peut le faire sur les 7 ou 8 années, si on peut construire son développement d'ici 2030 par exemple. Est-ce qu'on peut par exemple définir des rôles, aussi bien pour le gaz conventionnel que pour le gaz de schiste? On sait que le gaz de schiste, sa rente est relativement limitée par rapport au gaz conventionnel. Dans notre réflexion, on peut peut-être considérer l'hypothèse de laisser le gaz, d'essayer de développer rapidement le gaz de schiste et laisser peut-être le gaz conventionnel vers l'exportation compte tenu de sa rente qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus avantageuse. Le reste, voilà, il faut structurer ça. Hein, parce que sinon, on tourne en rond. En ce qui concerne les moyens, en ce qui concerne le forage, il y a encore autre chose. Et je vais m'arrêter, s'il vous plaît. Les moyens, il faut les créer. Soit, bon, on n'a pas les moyens suffisants, il faut aller peut-être vers autre chose. Une option de partenariat, hein, pour essayer d'avoir accès à ces réserves de gaz de schiste. Oh, c'est un peu ça. Monsieur Kloul m'autorise à prendre la parole à sa place parce que j'ai en face de moi le contenu du plaidoyer du Club Énergie en 2021. Et je vais prendre 2 minutes pour le commenter. J'avais dit tout à l'heure qu'on avait dit en 2021 que si on ne démarre pas la production du gaz de schiste immédiatement, on aura de sérieux problèmes à compter de 2035. Voilà ce qu'on avait, si tu veux, sur le plan stratégique. Donc, si on ne le fait pas, à partir de 2028, nous allons
nous allons devoir diminuer d'abord les exportations. Ça, c'est ce qu'on avait écrit noir sur blanc en fonction des chiffres de production et d'une projection à long terme jusqu'à 2050. À partir de 2032, on sera obligé de diminuer de moitié les gaz injectés à Hassermal et dans les autres gisements pour récupérer les liquides et maintenir les pressions. À partir de 2035, nous n'exporterons pas. On prend uniquement le gaz conventionnel, hein, à partir de 2035. Maintenant, bon, si demain on découvre Hassermal, peut-être s'il y a des gens qui y croient, il n'y a pas de problème. Ça, c'est en fonction des chiffres existants. Et c'est pour ça que nous avons recommandé de démarrer le gaz de schiste pour une raison stratégique, pour une raison de sécurité énergétique nationale. Pourquoi? De survie, oui. Attends. J'ai une deuxième courbe ici. J'ai une deuxième courbe qui prévoit la consommation de gaz naturel. En 2046, la consommation nationale, si on continue comme on est, y compris avec les 15 000 mégawatts qui sont prévus à l'horizon 2035. La consommation gazière de l'Algérie sera en 2035 d'abord de 66 milliards de mètres cubes. Ça, ce sont des chiffres tirés des chiffres de Sonelgaz. Ce n'est pas les miens. Ce n'est pas les miens. Hein. En 2046, une projection faite par intelligence artificielle, qui rejoint parfaitement d'ailleurs les prévisions de Sonelgaz, c'est 72 milliards de mètres cubes. Voilà ce dont on aura besoin. Si tu veux plus, aussi pour des raisons stratégiques, avec les 15 000 mégawatts d'énergie renouvelable qui sont prévus, ils vont produire, la consommation nationale, le besoin d'énergie électrique, il faut me démentir hein, si c'est... En 2034, elle sera de 138 TWh par rapport à 80 TWh qui sont, c'est les besoins en 2022, je crois. Ce chiffre-là, je ne me rappelle pas. Je crois que c'est 80. Donc, ça augmente ça fait 58 TWh. Or, les 15 000 mégawatts ne produisent même pas 15% de cela. Ce qui veut dire que les 15 000 mégawatts qu'on est en train de faire, c'est bon, ça va compenser un petit peu l'accroissement des besoins ou de la consommation électrique. Donc, avec quoi tu vas... il y a doublant. On fait 30 000 mégawatts. Oui, mais 1000 mégawatts, c'est $1 milliard hein, d'investissement. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Bekri. Enfin, c'est le chiffre que j'ai en tête. Voilà. Donc, pour des raisons stratégiques, je crois que d'ailleurs, tout à l'heure, M. Saïd Kloul l'a parfaitement, il a dit, voilà, le prix. Bah, il a donné un prix moyen de $5, je crois, le million de BTU. Ou 6 000. Si le marché est à 6 et plus, bah, c'est rentable. S'il est plus bas, il a été plus bas, hein, en 2018, 2000, etc. Le million de BTU était de $4, même pas. Il a même descendu en Europe jusqu'à $1 et quelques. Pratiquement comme les États-Unis. Aujourd'hui, début février, le million de BTU, il est à 8,2, je crois, ou 8,3 dollars le million de BTU. Voilà, c'est rentable. Si on avait démarré, ben, ce serait rentable aujourd'hui. Voilà. Je crois qu'on a épuisé les questions. À peu près. Bon, il y a M. Yassif Abdelwahab qui a posé une question, mais à laquelle il est difficile de répondre. Il dit la chose suivante. Quelle pourrait être la stratégie de développement des gaz de schiste, des énergies fossiles, puisque le gouvernement affiche sa volonté de sortir de l'énergie fossile. Que faire? Bon, ça, effectivement, c'est une question, mais il est difficile de répondre à notre niveau. Je pense qu'il ne pourra pas faire autrement que de passer par les gaz de schiste. Non. C'est un texte. Ah, c'est vous.
D'accord, ok, très bien. Et puis vous posez effectivement la question de la conquête des marchés, quelle stratégie? Que faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait bâtir une stratégie de développement qui tienne compte de toutes les contraintes du marché Non, c'est vrai. etc. Qu'est-ce qu'il faut pour être compétitif? Qu'est-ce qu'il faut appréhender? On ne peut pas répondre à ça. La multiplication des producteurs de on peut s'attendre à un moment donné à une saturation internationale du gaz en termes d'offres de gaz naturel, soit de schiste ou conventionnel. C'est tous des aspects qu'il faut essayer Il faudrait un think tank. Il faudrait un think tank pour ça. Oh, c'est pas... Ici, on ne fait que... S'il vous plaît, vous êtes de la CREC. J'étais. Ah, vous y étiez? Ah, c'est dommage. Parce que j'ai lu dans le... Il y a... Moujahid, il y a 2 semaines. Je vous invite à regarder, à le chercher dans les archives. Ils ont publié les scénarios de la CREC. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais c'est des chiffres catastrophiques. Les chiffres de la... Elle est là. Ah, vous êtes là. Elle est là. Je ne sais pas comment... D'ailleurs, j'étais étonné comment ça se fait que le Moujahid publie les différents scénarios de consommation électrique et gazière en 2030, 2035, etc. C'est des chiffres... C'est les chiffres publiés par la CREC. Je crois qu'on peut parler de 80 milliards de mètres cubes, etc. Plus important que les chiffres que je donnais tout à l'heure. Les chiffres, ce sont la source, vous aviez dit que... Moujahid. Non, je ne parle pas de ce qui a été publié au niveau de la presse. Je parle de vos chiffres. Oui. Là, vous parlez de source Sonelgaz. Oui. Là aussi... C'est Sonelgaz, je ne connais pas. C'est pas la CREC. Mais les chiffres de la CREC sont issus d'une concertation élargie entre les différentes parties du secteur. Donc, entre autres, nous avons utilisé les chiffres de Sonelgaz. Donc là, je ne sais pas de quels chiffres vous parlez, mais nous, je dirais, c'est des chiffres qui représentent, je dirais, les statistiques issues de tous les opérateurs du secteur. Donc nous avons Sonatrach, Sonelgaz, le ministère de l'Énergie, donc tout se fait dans un cadre de concertation. Et là, donc je ne sais pas lesquels, des chiffres de Sonelgaz, donc... Et l'élaboration des programmes indicatifs, donc c'est le rôle de la CREC d'établir les programmes indicatifs des besoins de production et aussi de la consommation du gaz au niveau national. Donc voilà. Vous voulez intervenir? Parce qu'on a épuisé les questions écrites. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut prendre... Ah oui. Attendez. Voilà, une dame ou juste par rapport aux chiffres de Sonelgaz, les prévisions de Sonelgaz ne prennent pas en compte la consommation de Sonatrach. Elle prend en compte les DP et les centrales électriques, mais sans la consommation de Sonatrach. C'est pour ça qu'il y a cet écart entre les prévisions de la CREC, je fais partie de la CREC, et les prévisions de Sonelgaz. Merci pour la précision, c'est important. Il y a quelqu'un qui veut poser la question. Vas-y. Ousmou, Sergi, oui. Ah, wow, le micro. Sergi, je suis membre du Club Énergie. J'ai juste une question de... Je voulais mettre un peu les choses au point. On parle d'investissement dans les gaz de schiste, dans les énergies nouvelles, dans les renouvelables, tout ça. Et pour ces 3 grandes options, par exemple, elles nécessitent une mobilisation financière importante. Mais quand on voit le programme d'investissement de Sonatrach 2024-2028 consacrant 50 milliards de dollars, et que sur ces 50 milliards de dollars, il n'y a que 10 milliards qui sont réservés au gaz. La question se pose.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Merci. Je ne sais pas, je suis incapable de toute façon, moi, d'après ce que j'ai retenu de... Combien d'années 2024-2028. Et c'est ça, c'est le plan quinquennal. Ils ont prévu 50 milliards, mais ils ont dit que l'essentiel, c'est-à-dire 80% pratiquement, est destiné à l'amont. 70%, voilà, pardon. Voilà, l'essentiel pour l'amont. Maintenant, combien pour le gaz? Franchement... Ah oui, il y a le forage. Il y a l'huile aussi. Il y a M. Edrossi qui voulait apporter aussi une précision. Je crois qu'on a évoqué tout à l'heure cette idée. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas prédire à l'avance, et ça touche le gaz de schiste, bien sûr, le développement, nos discussions actuelles. Bon, qu'est-ce qui va se passer à très long terme en matière de demande de gaz naturel et en matière de prix du gaz naturel? Il est clair que aujourd'hui, au prix actuel et au prix auquel on estime le coût de production de la BTU gaz de schiste, ça passe la rampe. Mais on ne peut pas, en l'espace de quelques années de stabilité prévisible en ce qui concerne le prix du gaz, prédire ce qui va se passer dans une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Ça dépendra, et là je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, de ce dialogue que les pays producteurs et les pays consommateurs doivent avoir. Nous venons juste de passer à travers une réunion très importante dans laquelle les pays producteurs, exportateurs de gaz, ont dit dans quelles conditions ils souhaitaient développer le gaz naturel. On attend maintenant, comme je l'ai dit, la réponse des pays consommateurs. Ce qu'il faudra éviter, j'ai fait allusion à un certain nombre de choses qui pouvaient déséquilibrer à l'avenir la balance offre-demande en ce qui concerne le gaz naturel. Je l'ai évoqué ce matin. C'était une éventualité. Le déséquilibre du marché, ou si vous voulez, la stabilité du marché, qui elle est le garant des prix. Ce sont des choses qu'on voit constamment. Regardez ce qui s'est passé dans le secteur pétrolier. Nous avons eu une succession de tensions énormes et de pertes extraordinaires. Ceci peut arriver aussi avec le gaz naturel. Mon sentiment, c'est qu'en abordant ce dialogue, c'est ce que je dis, on doit se préparer à ce dialogue très important avec les pays consommateurs. On va devoir éviter la confrontation que nous avons déjà dans le marché pétrolier. Cette confrontation nous a amené à une situation où les pays consommateurs, les pays de l'AIE ou de l'OCDE, leur objectif est de se garantir un prix plafond tout en produisant le maximum qu'ils peuvent produire. La politique de l'OCDE et de l'AIE a toujours été: nous, on produit au maximum ce qu'on peut produire, mais nous voulons en même temps un prix plafond. Nous ne voulons pas que les pays de l'OPEC exagèrent dans leurs dispositions. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire les pays producteurs, c'est-à-dire dans le cas du gaz, les pays exportateurs de gaz, il ne faudrait pas qu'on retombe dans cette situation où, si jamais demain nous avons un déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire beaucoup de production de gaz et une consommation sous la pression des pays consommateurs qui est en train de décliner, est-ce qu'on va demander aux pays exportateurs de gaz de réduire leur production alors que les autres vont continuer à produire? Ce déséquilibre-là, si jamais il arrive, il ne faudrait pas qu'ils nous mettent dans la situation que les pays producteurs de pétrole aujourd'hui, dans le cadre du déséquilibre du prix du pétrole. Voilà. Donc, à mon avis, le plus important aujourd'hui, c'est nous. C'est pas de décider si on va ou on n'y va pas sur le gaz de schiste. Elle est prise. La décision est prise. Le train est parti.
Ce que nous devons faire aujourd'hui, et surtout alimenter peut-être nos discussions au sein du club, c'est à supposer qu'on part, qu'on développe. C'est tout un travail énorme à faire. C'est sur le plan de la logistique qu'il faut. C'est une autre industrie pétrolière pour l'Algérie. Il faut absolument qu'on la prépare, notamment en termes de nombre de forages, en termes de personnel qu'il faudra former, en termes aussi de coûts de production du gaz. Moi, lorsque j'avais proposé pour la première fois il y a très longtemps qu'on y aille dans le gaz de schiste, on disait que le prix était de l'ordre de $2 par million de BTU. Puis ensuite, il y a eu une chute. Puis ensuite, M. Aïssaoui, il n'est pas venu, n'est-ce pas, avait fait une analyse à Oxford dans laquelle il était arrivé à un prix moyen de BTU de $5. $5 par million de BTU. C'était à peu près le prix auquel il était arrivé, c'est-à-dire beaucoup plus cher qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez, le prix du gaz aujourd'hui aux États-Unis, c'est $2 par million de BTU. C'est $2. Ben, ils arrivent à produire, ils continuent à produire, et non seulement ils continuent à produire, mais ils vont exporter davantage. Hein. Donc je reviens à la question, il faut qu'on se prépare. Comment aider, comment informer le peuple? Et pour cela, à mon avis, la meilleure information qu'on peut donner, ne parlons plus de gaz de schiste. Parlons du gaz algérien. C'est ce que j'ai dit. Parlons du gaz. Quelqu'un a parlé, on complique les choses. On complique les choses par maintenant cette séparation. On complique les choses. Il y avait quelqu'un à un moment donné, je m'excuse, j'arrête. À un moment donné, je crois, à une des conférences, il a dit non, on va développer le gaz de schiste. Mais on va le réserver pour le marché intérieur. Comment tu vas tu produis du gaz, c'est exactement la même chose. Et tu vas décider que celui-là, il va aller dans le marché et celui-là, il va aller à l'extérieur. C'est là qu'on complique les choses. On les complique. C'est du gaz naturel. Et donc, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Merci. Voilà. Merci. Il y a Nordine qui avait demandé avant toi, puisque toi tu as déjà intervenu. Donc dire que le dialogue entre pays exportateurs et pays consommateurs va être difficile. Il y a la voix qui passe. Qu'on a pu observer. La tentative de l'Union européenne de plafonner les prix du gaz naturel, et dernièrement, le groupement d'achat pour 11 milliards de dollars, 11 milliards de mètres cubes d'achat auprès des pays exportateurs pour peser à la baisse sur les prix. Donc là, c'est pas fini encore. La lutte continue sur ce point de vue-là. On va passer la parole à M. Nordé. C'est pour ça que j'ai préconisé un développement modulaire. Il ne faut pas aller sur l'ensemble. Il faut aller de manière pragmatique, en fonction des résultats, en fonction du marché, en fonction de beaucoup de choses. Il ne faut pas... Voilà. Tfadal Nordé. Je voulais juste attirer l'attention de nos amis. On parle du gaz de schiste, de la production, etc., de Roh, Marroch, Anarahna. Nordin a dit ça y est, c'est parti. Non, c'est pas parti. On a du gaz de schiste dans les salles de meeting, de réunion, c'est tout. Est-ce qu'on peut faire un séminaire pour faire l'inventaire de la logistique nécessaire pour produire 10 milliards de mètres cubes de gaz par an? Il faut combien de camions? Il faut combien d'appareils de forage? Il faut combien de techniciens de forage, de logistique, d'eau? C'est ça qu'il faut. Est-ce qu'on est capable de le faire par nous-mêmes? Est-ce qu'on est capable, doit-on sous-traiter tout ça aux tiers ou travailler en participation? Quelle est la place du secteur privé en Algérie? Parce qu'il faut transporter. Est-ce que c'est des sociétés nationales qui vont assurer le transport? Non, il faut sous-traiter. Sous-traiter le transport, pourquoi ne pas sous-traiter le forage? Pourquoi on ne donne pas de crédit à des gens parce qu'il y a de l'argent gogo dans les banques?
Ah, d'accord. C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Bon, on est tous d'accord pour y aller, mais comment? Où est le chemin? Et en plus, enfin, l'information, je vous la donne, on avait fait en privé une étude une fois. Vous savez ce que ça peut générer comme emploi permanent? 650 000 postes de travail. Merci. Il y a M. le ministre qui veut dire quelques mots aussi, c'est important. C'était très intéressant, très constructif. Je devais tout d'abord... parce que... Alors, Monsieur le ministre tenait, Monsieur le ministre donc, de l'énergie et des mines tenait à ce que le ministère soit représenté avec des hauts cadres. Donc, il y a aussi Monsieur Mjlet qui est directeur général de la prospective. Un troisième directeur central qui n'a pas pu malheureusement nous rejoindre cette matinée pour être avec vous et pour aussi partager avec vous notre vision des choses. Donc, tout d'abord, je partage l'avis de nos experts sur le fait qu'aujourd'hui, on doit parler de gaz, de molécules. La loi 86-14 avait pour objectif, à travers ses contrats d'association notamment, donc le développement et l'exploitation du pétrole brut. Le gaz était marginal et pour le gaz associé était fatal. Donc on devait torcher, qui n'avait pas de valeur. Avec la loi 0507, donc on a remis au cœur du dispositif réglementaire le développement et l'exploitation du gaz naturel. Avec l'amendement de la 0507, donc est venue la 1301, où on a prévu la définition des hydrocarbures non conventionnels. Et donc dans ces hydrocarbures non conventionnels, il y avait du tight, du coal bed méthane, il y avait aussi les shales. Avec la 1913, on est revenu vers le gaz naturel. Ce qui était un débat en 2014-2013 sur le shale, et c'était aussi en raison des pratiques américaines. C'est pour ça qu'il y a eu ce problème de schiste. Mais aujourd'hui, on n'est plus à ce stade. Aujourd'hui, on parle de gaz naturel. Je peux vous rassurer d'une chose, c'est qu'au ministère de l'Énergie et des Mines, avec l'ensemble des acteurs, et le premier est la Sonatrach, nous sommes en train de travailler sur une stratégie de développement de l'ensemble des ressources qui sont sous la souveraineté nationale, qui sont propriété de l'État algérien. C'est à l'État algérien de décider quoi en faire. Et donc dans ce mixte, nous avons aussi d'autres défis à relever. Nous avons l'offshore, nous avons le nord de l'Algérie, nous avons les pièces stratigraphiques, nous avons aussi les roches-mères. Ce qui est sûr, c'est que le travail est en train de se faire, de s'accélérer sur l'ensemble de ces thématiques. Et le ministère aussi a la volonté d'ouvrir la discussion sur l'ensemble de ces questionnements. Donc, soyez rassurés, nous allons travailler avec le Club Énergie la main dans la main pour préparer les prochaines étapes, Inch'Allah. Et je vous remercie. Merci. Je crois qu'on me demande d'arrêter parce que s'il y a une contrainte de temps, une contrainte pour l'allocation. Bon, c'est difficile de faire le bilan peut-être du débat que nous venons de tenir. Mais ce qu'il faut peut-être... Il y a trois choses, moi personnellement, que j'ai retenues, si vous le permettez. C'est effectivement, ça c'est venu à la fin, à la proposition de M. Aït Hussein, c'est parler de gaz, point à la ligne. Et ne plus parler de gaz conventionnel, non conventionnel, etc. Tout type de gaz, voilà. Ce qu'on retient aussi, c'est ce qu'a dit M. Saïd Kloul, et ce qu'il a présenté, surtout ce qu'il a dit tout à l'heure. Il n'est pas question de choisir entre ce gaz, voilà, ce type d'énergie par rapport à une autre. C'est tout faire en fonction du besoin, en fonction de la rentabilité, etc. Aujourd'hui, bon, nous n'avons que le gaz et le pétrole. Demain, peut-être qu'il y aura... Il y a aussi, on parle d'hydrogène. Personne n'a parlé d'hydrogène. L'hydrogène, peut-être, je ne sais pas, dans 10 ans ou 15 ans, peut-être qu'il va y avoir une révolution technologique. Et donc, ne pas
ne pas faire la différence entre les différentes sources et y aller avec un bouquet d'énergie en fonction des ressources, en fonction des besoins, en fonction du coût, en fonction du marché, dans la mesure quand il faut éventuellement prendre en considération les exportations, parce qu'il faut tenir compte aussi que les hydrocarbures aujourd'hui, c'est la rente, et la rente, c'est pas en 2030, c'est pas en 2035 qu'on va s'en débarrasser. Il faudra une véritable révolution industrielle pour s'en débarrasser. Mais le plus gros problème, c'est Nordin qui l'a posé. Il a tout à fait raison. Bien écoutez, on va y aller, mais avec quoi? Avec quoi? Avec combien de forages? Avec combien de camions? Avec combien de... Et voilà, il faut s'asseoir autour d'une... Bon, c'est pas à nous, c'est les institutions qui doivent le faire avec les entreprises, etc. Moi, je pense que c'est un très bon thème, d'ailleurs. Si on pouvait organiser, par exemple, un débat comme ça, peut-être, mais il nous faudra obligatoirement avec le ministère de l'Énergie et les entreprises, parce que le club énergie, ça, on est des champions. Mais think tank, ok. Donc, ce qu'il fallait faire, voilà, on a fait pour sensibiliser, etc. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a on casse trop sur le gaz de schiste. Il pollue, ceci, tremblement de terre, etc., etc. D'ailleurs, je vais donner une précision, si vous le permettez. Tout à l'heure, dans la classe, Saïd Goubid dit que la plupart des tremblements de terre, tous, il n'y a aucune fracturation qui n'a provoqué un tremblement de terre. Ce qui est vrai. En fait, c'est fait par la réinjection des eaux usées ou des eaux polluées. Moi, ce que je voudrais préciser, c'est qu'on réinjecte ces eaux usées, non pas au même niveau qui produit le schiste, mais à des profondeurs très faibles. Parce qu'on injecte les eaux usées à 200, 300 mètres, etc. C'est pour ça qu'il y a des tremblements de terre. Si on les injectait à 3000 mètres, voilà, on ne sentirait absolument rien du tout. Ça, je vous le garantis. Voilà. Voilà, je crois que je donne la parole à M. Bchraoui qui représente le président. Une conclusion. Il y a une conclusion de M. Hussein. C'est ce que... Je crois qu'il faut se féliciter de la déclaration d'Alger. C'est un élément important. C'est un acquis. Mais il faut garder à l'esprit que les pays consommateurs avec lesquels nous allons devoir négocier bientôt ont des arrière-pensées. Il faut... Ils disent qu'ils y croient. Ils croient véritablement au gaz naturel comme étant la source. On va le voir sur le terrain. Et donc, l'engagement sur le gaz de schiste, en plus du fait que ce qu'a dit Saïd, il faut le faire par étapes. On ne va pas développer 30 milliards de mètres cubes d'un coup comme ça. Ça nous permet de voir un peu la situation. Il faut préparer sérieusement le dialogue pays producteurs-consommateurs pour défendre nos intérêts. Il est indispensable de clarifier la situation actuelle. Est-ce qu'ils sont, oui ou non, pour le gaz naturel? Voilà. Ils le sont pour maintenant. Est-ce qu'ils le seront pour dans 10 ans ou dans 20 ans? Ok, merci. Merci. D'abord, merci à M. Claude quand même de nous avoir donné cette opportunité de discuter d'un sujet quand même qui est d'actualité, qui restera d'actualité. Moi, merci à M. Achar d'avoir conduit avec brillance les débats et tout ce qui s'en suit. Merci à M. Hussein d'avoir participé activement à cette conférence. Merci à vous tous d'avoir participé. Plus de questions, ça va être en tête à tête. Je voudrais dire simplement que, effectivement, le gaz, c'est le même gaz. En 2012, on l'avait dit. En 2013, on l'avait dit. Et on avait dit que le gaz qui arrive au niveau de la cuisine de chacun de nous, ça peut être du gaz de schiste comme ça peut être du gaz non conventionnel. Je voudrais simplement dire qu'il faut voir le gaz de schiste sous forme
sous l'angle d'un projet, et un projet doit répondre à des critères pour qu'il soit pris en considération. D'abord, il faudrait qu'il soit, pour le gaz de schiste, on doit vérifier l'existence du gaz à travers des puits d'exploration notamment. On doit aussi vérifier toutes les conditions de sécurité des puits, parce que le gaz de schiste, c'est d'abord des puits. Donc on a quand même l'expertise de Sonatrach dans le domaine et des sociétés de forage, le NTP et l'ENAFOR, sur 10 000 puits, 10 000 ou 12 000 puits actuellement qui ont été forés en Algérie, soit en vertical, soit en horizontal. L'expérience est là. Et sur les 10 000 ou 12 000 puits, nous n'avons pas eu d'accident majeur ou de fuite majeure, parce qu'en réalité, si on a des infiltrations d'eau, ça veut dire qu'il y a une opération qui a été mal faite. Donc, la sécurité, il faut s'assurer de cela. Je pense que le dispositif réglementaire est là pour coordonner. De toute façon, forer un puits, ce n'est pas en le faisant à n'importe comment, c'est d'abord obtenir les autorisations nécessaires. Il y a des autorisations qui sont requises pour aller sur le terrain. Il y a des autorisations au niveau local et il y a des autorisations au niveau ministère, c'est-à-dire ARH, etc. Et la troisième condition, c'est la rentabilité. Si un projet n'est pas rentable, je ne vois aucune société au monde qui pourrait se lancer dans un projet à perte. Donc le gaz de schiste, il doit être vu sous l'angle de projet et qui doit, bien sûr, pour lequel on doit s'assurer des conditions de sa faisabilité et de sa réussite. C'est vrai que le challenge pour les gaz de schiste est très important dans la mesure où le plus gros, c'est dans la logistique et non pas dans les techniques de forage. Les techniques sont adoptées. La fracturation hydraulique dont on parle, elle est réalisée depuis au moins les années 70 par Sonatrach. À Hassim Saoud uniquement, je pense qu'il y a plus de 300 puits qui ont été fracturés. Sur ce, je vous remercie encore une fois et je vous invite à une petite collation. Merci. Merci à vous.